L'idée cet après-midi, c'est vraiment qu'on débatte de ces questions de consent, de cohésion sociale et puis d'injustice surtout. Comment est-ce que nous, en tant qu'architectes, on peut apporter notre pierre à l'édifice de la réduction des inégalités et des injustices. Monsieur Garcia, si je me trompe pas, vous travaillez pour Ozone Conseil, vous intervenez dans des grandes copropriétés dégradées. Aujourd'hui, quel est l'enjeu et comment vous pouvez peser sur cette question justement des inégalités sociales en tant qu'intervenant privé, c'est ça, sur une tentative de reprise en main de la situation de la part des pouvoirs publics. Nos missions consistent quasiment exclusivement à accompagner les collectivités locales pour la plupart, l'État par moment, pour mettre en œuvre des stratégies pour la requalification des grands ensembles immobiliers privés, des quartiers en déclin. Vous donnez l'exemple du Chêne Pointu, où justement là on voit que deux grandes copropriétés au Chêne Pointu, l'époque du Chêne Pointu à Clichy-sous-Bois, 1500 logements, une concentration de facteurs aggravants très importants, grande difficulté, et on voit que la solution de la réhabilitation elle va se concentrer sur très peu de logements finalement, et qu'on est arrivé à une situation où on est obligé de démolir, restructurer pour partir à zéro. Les gens sont expropriés pour pas grand chose. Parfois on arrive à la situation où avec le produit indemnité d'expropriation, ils ne remboursent pas leur crédit qu'ils ont encore, donc ils sont relogés, de part sociale, ils payent encore un crédit. Ça, c'est une situation dramatique, et financièrement, comme les démolitions ça coûte très cher à la société, beaucoup plus cher que d'essayer de réhabiliter, d'essayer de remettre un peu sur les rails des copropriétés. Un autre facteur aussi important, c'est le retard d'investissement, évidemment. On a un patrimoine initial qui est en état, et puis il faut l'entretenir. Et cette préservation de patrimoine coûte cher, et dans ces copropriétés dégradées, petit à petit, on ne fait pas les investissements. On a du mal, déjà, à payer les charges de fonctionnement, hein, à payer son chauffage, nous n'en parlons pas aujourd'hui, mais le chauffage, l'eau, le gardien, l'ascenseur, une fois qu'on a réussi à payer ça, si on y arrive, il reste que rien pour le reste. Les familles sont captives. Alors elles sont captives parce que elles ne peuvent pas vendre leur patrimoine, même si elles le souhaitent, elles ne peuvent pas vendre leur patrimoine à un prix décent. Et donc, alors soit elles restent, même à défaut, soit si elles s'en vont, elles bradent évidemment leur logement, elles font des sacrifices, et ce qui arrive, c'est que ça devient des logements qui sont la proie d'investisseurs un peu indélicats, voire même de marchands de sommeil. Il y a eu des statistiques qui ont été faites sur la copropriété du Chêne, de l'époque du Chêne Pointu, il y a quelques années maintenant. 70% des propriétaires occupants vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Est-ce qu'on se rend compte du paradoxe? On gagne moins de 900 euros par mois, et donc on est capable, malgré tout, de faire l'acquisition d'un bien, de devenir propriétaire. Des dispositifs publics, on en a de plus en plus, et on a une prise de conscience, alors qui n'est pas partagée encore dans tous les territoires, des collectivités locales pour intervenir et accompagner ces copropriétés en difficulté. Participer au redressement de la copropriété, c'est très bien que c'est sur le long terme. Et ce qui va réellement permettre que la copropriété elle se replace dans son environnement, c'est qu'il y a un marché immobilier qui se réinstalle. Qu'il y a un prix qui augmente, que les familles qui souhaitent vendre puissent vendre. Je travaille à Bondy sur une barre d'immeubles où des familles qui sont dans un logement depuis plus de 30 ans, parfois, j'ai entendu Seine-Saint-Denis Habitat dire que les familles ont payé 2 fois leur logement, en fait, en loyer. Et elles ne lèguent rien à leurs enfants, donc il y a zéro patrimoine qui est légué derrière. Donc est-ce qu'on n'entretient pas aussi la génération suivante dans pas une pauvreté, mais en tout cas, il n'y a pas de bien qui est cédé, il n'y a pas de patrimoine, on a tout mis dans un loyer. Donc on est arrivé à un mode économique immobilier du logement qui est quasiment en faillite, et malgré tout, et paradoxalement, je veux dire, on construit énormément. L'organisation et la réforme territoriale qui s'est passée depuis la décentralisation de 82 a amené à constituer des métropoles très très denses. Paris est sans doute
le bout du symptôme aussi, c'est-à-dire qu'on est arrivé à une telle densité qu'on s'aperçoit qu'on ne peut plus se loger. Enfin, ça a créé des délaissés, etc., mais aussi une spéculation folle, et on en parlait tout à l'heure. À partir du moment où on rénove un quartier, qu'on y amène de la mixité, on amène du transport en commun, paf, on monte dans une logique spéculative, et du jour au lendemain, les quartiers qui étaient délaissés deviennent des quartiers inabordables. Enfin, on voit bien que la mécanique qu'on a mis en place, elle est extrêmement dure. Et donc, dans les quartiers dans lesquels il y a de la tension, on arrive à toutes ces pathologies-là, de difficultés de logement, etc. Quand on intervient sur des territoires, entre guillemets, ruraux, on s'aperçoit que la France est équipée de manière massive de logements, d'écoles, de gares, de crèches, etc., et qu'on nous rabâche le manque de logements. Alors que nous, ce qu'on constate dans les territoires dans lesquels on est, c'est qu'il y a une vacance énorme d'un territoire qu'on a occupé jadis. Je voudrais revenir aussi sur ce que vous disiez, vous en avez parlé un petit peu, mais peut-être pas jusqu'au bout, là, sur la question des parties communes, en fait, l'idée de l'en commun, qui est souvent quand même quelque chose, quand c'est bien conçu et quand on a un peu cette impression de rentrer avec les autres dans quelque chose de bien vu, de bien dessiné. C'est aussi la question qu'on nous pose ici, qu'est-ce que nous, architectes, on peut apporter? Nous, on est des gens de dessin, des gens qui répondent à un programme. Tout à l'heure, c'était dit, la question de la commande, elle est quand même problématique. Moi, j'ai l'impression que, en tant que professionnel, j'arrive souvent en bout de chaîne, on ne consulte pas tellement, et que notre mission, en tant qu'architecte conseil de l'État, c'est plutôt d'essayer d'être, au contraire, très au début, quoi. On n'a pas choisi cette date au hasard, hein, la journée des droits de la femme, n'est-ce pas? Donc j'avais bien envie qu'on puisse parler un petit peu des questions de sûreté, mais pas que de sûreté dans l'espace public et de comment est-ce que les femmes peuvent se sentir dans tout quartier. En fait. Est-ce que finalement le cadre et l'environnement urbain peuvent être facteurs de se sentir bien et du coup de porter des initiatives, de favoriser du leadership? Nous, on existe depuis 1988. On est à Bobigny, à l'Abreuvoir depuis 92, donc 30 ans du coup. Ici, c'est vrai que chaque année, on a de plus en plus de monde, on répond à de plus en plus de besoins. On a de nombreuses activités, donc on a les médiations, les permanences de médiation et d'accès au droit. Donc on reçoit toutes les personnes pour toutes les démarches administratives. On a le soir, on a aussi les enfants pour l'accompagnement scolaire. On fait aussi des activités, des loisirs et des sorties avec les familles. On a l'atelier informatique, on a les ateliers couture aussi, l'atelier vélo. La place déjà des femmes dans les quartiers, dans les foyers, ça a quand même pas mal évolué ces dernières années. Nous, l'association, quand elle s'est créée, c'était des femmes qui aidaient d'autres femmes. On était très mal vus par les hommes, parce qu'on dévergondait un peu leurs femmes. Et c'est vrai que du coup, là, maintenant, on voit quand même les hommes qui viennent inscrire leurs femmes dans les ateliers, ils veulent que les femmes quand même s'inscrivent, qu'elles apprennent à lire, à écrire, qu'elles soient plus isolées chez elles. Vous disiez, on reçoit de plus en plus de personnes, il y a de plus en plus de besoins. On ne s'arrête pas. Enfin, comme vous avez dit, quand vous rentrez, c'est plein, c'est qu'on manque d'espace aussi. C'est pas l'équipe en soi qui manque, mais c'est vraiment que les locaux sont restreints, donc on fait comme on peut. Admettons qu'on ait le choix, vous aimeriez arriver dans quel type d'espace pour que eux ils rentrent ce soir en se disant tiens, demain si je bosse avec une association qui ressemble, ils m'auront donné des idées et les idées viennent du terrain. Et c'est ça qui est intéressant. Au-delà de l'espace plus grand, je pense que déjà un premier accès au rez-de-chaussée, déjà c'est primordial. Après, si on a des activités qu'on doit mettre à l'étage, nous on s'adapte. En fait, on s'est adapté. C'est vrai qu'on s'adapte à 120 mètres carrés. On fait plein de choses. Être au cœur du quartier, ça c'est important. Oui, rester dans ce quartier, oui. On y est depuis 30 ans. Et du coup, je pense qu'on est visible et repéré par le public. On reçoit beaucoup de femmes, de mamans. Je pense que il faudrait un système de garde. Je vois par là des crèches principalement pour que ces personnes puissent elles aussi avoir le temps de chercher un emploi ou de s'occuper de toute leur démarche administrative. Après, dans ce secteur-là, je trouve aussi qu'il n'y a pas énormément de commerce comme les Carrefour, les Leclerc, les Franprix.
les personnes doivent quand même se déplacer. Si elles sont pas véhiculées, c'est assez difficile de faire des grandes courses. Et pour les femmes aussi, pourquoi pas Sona, Amam, enfin, je te donne un peu des idées en vrac. Alors, je rebondis parce que très vite, en fait, vous êtes arrivés sur des choix politiques, finalement, où les architectes, eux, peuvent suivre le politique. Je pense que le rôle des architectes, c'est de savoir comment on produit des espaces, qui ont une capacité, on va dire, à s'adapter aux usages qu'on veut proposer, enfin, qu'on veut déployer, on va dire, à cet endroit-là. Mais je pense qu'en tout cas, en tant qu'architecte conseil de l'État, et qu'on conseille les collectivités, les questions programmatiques me semblent essentielles, en tout cas à aborder. Le problème, c'est qu'on est obligé de les aborder un peu rapidement et à dire d'expert. GitHub, c'est une association qui a été fondée en 2016 et qui a pour objectif de mettre en lumière le meilleur de ce que les quartiers populaires apportent à notre pays. Donc la culture, dans la culture, la musique, l'entrepreneuriat, la recherche et la solidarité. Dont notre projet a pour vocation principale de créer les conditions pour que la jeunesse de ces quartiers se valorise, se réalise et prenne sa place dans la société française. Et pour nous, prendre sa place dans la société, c'est plus que réussir ses études ou trouver un travail. C'est en fait pouvoir la comprendre, se sentir légitime d'y naviguer et prendre part aux grands enjeux contemporains. Nous, on n'est pas contre ce qu'on disait tout à l'heure avec Hélène, c'est qu'on n'est pas contre la rénovation des quartiers. Au contraire, nous, ça fait des années qu'on y habite et qu'on la réclame, cette rénovation, au niveau des ascenseurs, au niveau des cages d'escalier. Ce qu'on déplore, justement, c'est ces phases de concertation qui ne sont pas tout le temps mis... on n'est pas tous informés de la même manière. Et je parle d'en bas, mais je parle aussi d'en haut. Comment est-ce qu'on fait pour aussi apprendre aux personnes qui vont arriver justement dans le cadre de cette rénovation, qu'ici il y a déjà une culture, qu'ici il y a déjà des choses qui se font en termes de militantisme, en termes de social, etc. Quand la partie consultation ou étude, elle est faite peut-être de manière précipitée, peut-être qu'il y a des contraintes politiques, il y a des contraintes économiques, je ne sais pas. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas le temps passé à étudier la manière dont le quartier est habité, la solution qui va être apportée, elle est apportée par des gens qui n'habitent pas le quartier, donc qui vont avoir des idées préconçues, qui vont avoir aussi, qui vont être formatées par des études en fait et par un vécu qu'ils ont eu dans un architecte qui est issu de la ruralité va avoir un imaginaire différent de ce que peut être un quartier populaire, etc. Donc il y a tout ça et donc je pense qu'il faut que ce soit confronté quelque part à déjà une étude du quartier, mais aussi une concertation des habitants, des premiers concernés. On n'a que très peu de connaissances en fait de nos territoires. Moi, j'ai grandi à Argenteuil. Il a fallu que j'attende d'être adulte pour comprendre qu'en fait Argenteuil avant c'était une ville de villégiature. Il y a eu l'impressionnisme. Je sais pas, juste d'un point de vue même agriculture, en fait c'était un territoire sur lequel il y avait l'asperge blanche et de la vigne. Bon, ça, je ne le savais pas, donc c'est juste la temporalité ou juste savoir comment le territoire a été occupé, alors que Paris a une mémoire, Paris a une mémoire qui est conservée, qui est documentée, qui est valorisée aussi, et ce qui n'est pas le cas dans les territoires que nous on occupe aujourd'hui. C'est super intéressant tout ce que tu dis, Naïma, et c'est vrai que pour nous c'est une énorme question, la question de l'identité architecturale. Enfin, c'est une question qu'on se pose aussi à d'autres titres, par exemple sur l'identité régionale, on peut se la poser sur des littoraux, des constructions traditionnelles dans des villages, etc. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est quoi la nouvelle... il y a une espèce d'occidentalisation. Est-ce que vous sentez une attente de la part des habitants et comment ils pourraient être mieux associés finalement à la vie, à la transformation de leur quartier? Comment on va répondre à leurs besoins? Ils vont se sentir entendus et du coup, forcément quand on se sent entendu, on a envie de s'investir, donner plus, participer, être acteur après du quartier. Mais en dehors de la réhabilitation, quand il y a le quotidien. Au quotidien, quand ils ont un problème dans leur logement, s'ils ont un problème dans leur quartier, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas le trottoir est défectueux, non, c'est compliqué. Après, c'est les politiques, ça c'est autre chose. Pour résumer, et on a eu cet échange avec certains d'entre vous tout à l'heure, et pour avoir échangé avec de très nombreux habitants sur les programmes de rénovation urbaine, ce qui ressort la plupart du temps, c'est que l'ANRU a vraiment amélioré indéniablement les cadres de vie, les conditions d'habitat, même si il y a parfois certaines limites, mais que l'accès aux services publics, l'accès à l'emploi, l'accès à la santé,
l'accès à une éducation de qualité plus égalitaire, etc., ça n'a pas été résolu et que du coup, on a reproduit en fait des problématiques qui existaient déjà, même si on a amélioré le cadre de vie. Nous, à l'agence, quand on travaille quasiment que en réhabilitation dans les quartiers populaires, on a un dispositif, on commence par faire des diagnostics dans les logements sous couvert de diagnostics techniques. On fait du porte-à-porte en fait, on va partout, ça permet de rencontrer les gens individuellement. Et du coup, dans un cadre où ils peuvent se sentir en sécurité, parce qu'ils n'ont pas à prendre la parole en public, etc. Et on arrive à faire remonter des idées qui sont assez originales souvent, et puis à sortir des chiffres. En fait, le but de ça derrière, c'est qu'on sorte des chiffres qui parfois vont à l'encontre des chiffres qui sont donnés par les études sociologiques. Alors évidemment, ça demande énormément de temps et d'investissement. Nous, c'est quelque chose qu'on fait à l'intérieur bénévolement, entre guillemets. En fait, on se rend compte que les gens sont hyper concernés par leur quartier. Ils sont très très intéressés. Ils ont souvent un avis très tranché en général et qui est souvent partagé. Il y a peu de questions à part les locaux poubelles. La position des locaux poubelles, en général, c'est 50-50. Il y a une sorte de solidarité. Le jour, on a fait une concertation sur la couleur du bâtiment. Nous, on voulait du vert et du jaune, je crois. Et tous les habitants ensemble, non, du bleu. Donc du coup, c'est bleu. Après, ça impose, quand on fait ça, enfin, nous, la règle qu'on se met à l'agence, c'est, ok, après, par contre, on écoutera le résultat démocratique de la consultation. Votre présence m'amène à... Enfin, j'ai envie de vous demander comment vous êtes mis en mouvement. Et comment nous, quand on arrive sur un projet de territoire comme ça, comment est-ce qu'on peut accompagner, stimuler, aider cette mise en mouvement ? Pour moi, il y a deux choses qui nous réveillent dans les quartiers, c'est soit la mort d'un ami, soit la rénovation, pour vraiment qu'on se soulève. Personnellement, je me suis dit que je vais monter un projet associatif qui justement s'intègre et s'inscrit dans la rénovation. On sait très bien que ça dure 10-15 ans. J'ai essayé tout premièrement d'aller voir le centre social qui lui aussi a été implanté grâce à cet objectif de rénovation, parce que dans ce plan de rénovation, il y a un centre social qui va émerger du sol. Et donc je me suis dit, s'il y a une serre urbaine, s'il y a un centre social, s'il y a toutes ces choses-là qui sont construites, pourquoi pas une médiathèque? Donc de ce constat-là, moi j'ai établi un partenariat justement avec le maximum d'associations sur le quartier. J'ai envoyé des mails aux élus pour les rencontrer, pour leur faire part de mes envies. Mais je pense qu'à partir de cette phase-là, on est bloqué parce que moi, au-dessus de la municipalité, moi je sais plus qui joindre, qui contacter. Moi aussi, je suis assujetti à cette scission. Là, on a des architectures, on a des centres sociaux, on a des municipalités. C'est le discours que j'ai aussi avec les agents municipaux, c'est qu'on doit s'allier. En fait, cet événement, il fait suite à un événement qu'on a fait à Barcelone, un séminaire qu'on a fait au mois d'octobre à Barcelone. Et à Barcelone, ce qu'on a vu notamment dans le quartier qu'on a visité le samedi matin, c'était qu'à l'origine des projets dans les quartiers, c'était souvent c'était tripartite en fait. C'est les élus, enfin la collectivité représentée par ces élus, les entreprises et les citoyens et les associations en fait. Et donc il y avait des espèces, à l'origine de chaque projet dans un quartier, il constitue un espèce de comité qui est, d'après ce que j'ai compris de ce qu'on a vu à Barcelone, c'est ça qui fait un peu la force du quartier. C'est qu'on n'est pas dans une concertation où on vient demander aux gens, ça vous plaît le plan, vous préférez jaune ou vous préférez rouge. Mais vraiment dès le début, on a peut-être 10 ans avant le projet, un comité qui se met en place, qui se réunit avec des obligations de réunion. Voilà. Moi, je réquisitionne énormément de lieux. On parlait tout à l'heure d'occupation informelle. On a besoin aussi d'avoir des lieux pour faire valoir aussi notre culture. Je trouve ça désolant de passer justement par cette mode d'action. Parce que de manière illégale, c'est ça que tu veux dire? De base, oui, quand on réquisitionne un lieu, c'est illégal, mais après, nous, on fait en sorte de le rendre le plus légal possible en déclarant l'association à la préfecture à l'adresse même, en faisant des actions, en mettant en partenariat justement avec la municipalité, qui ne sait pas toujours forcément qu'on est dans un lieu squatté, mais c'est justement en l'apprenant qu'ils disent mais pourquoi vous squattez, il y a des locaux disponibles, donnez-les-nous. C'est tout à fait vrai. Des demandes depuis 5 ans, 10 ans. Moi, je pense que disons, la façon d'investir un lieu, on le voit avec votre association. Vous êtes dans un ancien supermarché, enfin je ne sais pas ce que c'était que la boutique, enfin c'est pas un lieu qui a été dessiné par un architecte, pensé par etc. Vous l'avez investi, vous avez fait de ce lieu quelque chose qui est une destination pour le quartier qui est sans doute fondamentale, qui est sans doute qui est un gros moteur du quartier. Donc on voit bien que la façon d'agir et de faire de l'urbanisme, c'est souvent juste ça, c'est-à-dire le fait d'agir
le fait de, voilà, quand on dit faire une médiathèque, souvent une médiathèque c'est acheter des bouquins, synchroniser le bibliothécaire, prendre quelques ordinateurs, c'est ça. Moi je crois beaucoup à cette capacité à faire ce qu'on appelle de l'urbanisme tactique, c'est-à-dire de faire un lieu et de dire bah, là on essaye un truc, si demain on voit qu'il y a du monde et que ça marche, etc., on peut le pérenniser, on peut lui donner du sens. On peut le dessiner de manière plus généreuse, etc. Mais je crois beaucoup à ça, et je crois aussi beaucoup à ce que les quartiers ont laissé et que les villes ont oublié un petit peu, c'est délaissé, c'est-à-dire des lieux dans lesquels il se passe des choses qu'on n'a pas imaginées, pas prévues, pas planifiées, pas investies. L'espace public, il faut le concevoir à un moment donné, mais ensuite il faut le faire vivre au long cours. Et les attentes sont plus du tout les mêmes. Les skateparks, ça n'existait pas il y a 15 ans. Les espèces de salles de gym à l'extérieur, pareil, ça n'existait pas. Vous voyez. Donc il faut aussi, mais ça les mairies en général arrivent à, comment dire, avec des comités de quartier, etc., à écouter les demandes et à y répondre. C'est souvent des quartiers qui sont sortis de terre comme ça d'un coup. Tout à fait. Et très vite, et puis qu'on n'a pas fait muter ensuite. C'est-à-dire qu'on les a laissés, ils sont restés figés. Or, un quartier, enfin l'histoire de la ville, c'est des endroits qui se transforment, qui évoluent, qui s'enrichissent, qui se transforment. Et ça, aujourd'hui, on se refuse à le faire. Et peut-être que l'ANRU devrait investir un peu plus cette question-là, c'est-à-dire de se dire, plutôt que de se poser la question de savoir comment on fait évoluer en démolissant pour reconstruire, peut-être qu'il faudrait se poser la question de savoir comment, avec ce qui existe, on continue et on transforme. C'est-à-dire que c'est un modelage de la ville. Donc, moi, je trouve qu'il y a trop d'argent qui est mis dans la forme. Et moi, je trouve souvent que ça pourrait être en forme de cœur, en forme d'étoile, en forme de n'importe quoi, et ça ne changerait pas grand-chose, et pas assez à financer et professionnaliser GetUp et ton lieu, etc. Et arrêter de croire que la forme urbaine et la forme architecturale peut tout. Et que ça va gommer en fait les problèmes de faire une nouvelle forme, une nouvelle gueule en fait au truc. Moi je pense pas qu'on résout les problèmes. En gros, il y a un gros problème économique, 70% des gens qui n'ont pas de boulot, des jeunes notamment, qui sont quand même les forces vives, les forces sur lesquelles il faut s'appuyer pour demain. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait pour les intégrer? Qu'est-ce qu'on fait pour les accompagner? Les architectes au conseil ont un vrai rôle à jouer là-dessus, et je crois qu'il faut véritablement qu'il y ait des systèmes de mise en place pour accompagner, je dirais, pour essayer de fabriquer une nouvelle économie. L'idée, c'est pas de faire de l'ANRU suivant des modèles, on va dire, économiques qu'on connaît déjà et qui sont des modèles, on va dire, passéistes, mais c'est bien de réfléchir à comment on peut réintroduire une économie locale dans des quartiers qui sont défavorisés. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des vrais sujets. Les sujets, c'est la mobilité, c'est le renouvellement, je dirais, le recyclage, et c'est les circuits courts. Bon, c'est trois systèmes qui peuvent permettre, en fait, à des quartiers, entre guillemets, considérés aujourd'hui comme étant des quartiers en périphérie de ville, comme étant défavorisés, qui finalement ont un rôle hyper stratégique dans le monde de demain. Moi, j'en suis persuadé. Autant vous avez besoin d'architectes, autant nous avons besoin de vous et de votre présence et de la multiplication de votre présence au travers de toutes les instances à même de concevoir dès le stade de la programmation, mais nettement au-delà. Voilà, parce que on est vraiment face aux villes intersidérales. Je pense que je peux parler au nom de nos cadres pour savoir aussi que ça fait plaisir aussi de pouvoir échanger avec des personnes qui ont un domaine d'action très spécifique et qui ont aussi un impact sur les territoires sur lesquels on vit, et savoir que ça peut être pris en compte et que éventuellement ça aura un impact sur vos pratiques, la manière dont vous allez peut-être réfléchir vos projets. Oui, quelque chose qui s'est dit, ça va peut-être éveiller des curiosités, etc. Donc ça c'est aussi super important pour nous, et on est super reconnaissant d'avoir eu aussi cette plateforme aujourd'hui. Donc. Des journées comme ça donne envie de s'inscrire dans les écoles d'architecture. C'est pas pour les autres, mais moi...